Bien, et ben on va commencer tout de suite. Donc l'objet de cette vidéo c'est d'introduire l'optique géométrique. Alors, peuple de France, je vous ai compris. Je vais arrêter de faire des vidéos de 4 heures et je vais commencer à découper un petit peu et à faire des playlists. Euh, on va essayer de faire des vidéos pas trop longues, hein. Je vais essayer de pas dépasser la demi-heure, mais bon, je suis pas sûr d'y arriver, hein. On va essayer. Et alors voilà, j'ai décidé de découper cet immense iceberg qu'est l'optique géométrique en quelques cailloux plus petits. Donc je vais vous montrer un petit peu la table des matières de ce qu'on va faire. Alors aujourd'hui, il y aura quasiment pas de calcul, presque pas de calcul. On va vraiment faire quasiment que du qualitatif. On va regarder un peu qu'est-ce que c'est qu'une onde électromagnétique. On va s'intéresser à deux types d'ondes électromagnétiques qui sont intéressantes, hein, donc les ondes sphériques et les ondes planes. Et on va essayer de partir. Alors, on va pas rentrer dans les détails de ce que c'est qu'une onde électromagnétique, hein, sinon il faudrait rentrer dans les équations de Maxwell, les résoudre dans le vide, montrer, enfin, chercher des solutions. C'est peut-être quelque chose que je ferai plus tard, hein, mais pour l'instant, on va admettre que c'est une onde, avec les définitions des ondes que je vais rappeler. Et à partir de là, on va essayer de construire une théorie de l'optique géométrique. Donc, sachant que c'est une onde, alors c'est un peu paradoxal, voire dialectique, hein, si on emploie un vocabulaire philosophique. On va essayer de montrer comment, à partir du fait que c'est une onde, s'affranchir du fait que c'est une onde. C'est-à-dire, avec certaines hypothèses, on va passer de l'onde, donc ce truc-là et ce truc-là. On va essayer de s'abstraire de ça pour aller dans ce qu'on va appeler le rayon lumineux, ce truc-là. Donc ça, c'est vraiment l'objectif du jour, hein. Donc la vidéo sera très courte, hein. Je ne sais pas encore combien de temps elle va faire, hein. J'improvise à moitié, alors j'ai préparé des choses, mais j'ai pas écrit de script, hein. Comme ça reste assez spontané. Voilà. Donc une fois qu'on aura la notion de rayon lumineux, on aimerait dire des choses sur ces rayons lumineux. Quelles sont leurs trajectoires? Et pour ça, alors il y a plusieurs approches qui existent. Moi, je vais utiliser une approche que j'aime beaucoup, qui est ce qu'on appelle le principe de moindre action. Donc principe de moindre ou principe de moindre temps ou principe de Fermat, où en gros on dit que bah, le vrai chemin optique, c'est le chemin qui est le plus court ou qui dépense le moins d'action possible. Voilà. Et à partir de ça, on va pouvoir établir tout un tas de lois qui fera l'objet d'une troisième vidéo. Et bah, on va établir principalement deux lois qui sont, étrange lapsus, deux lois qui sont dues à Descartes. Pas que Descartes, mais comme on est en France, on va dire que c'est Descartes. Donc la loi de réflexion que vous voyez ici, et la loi de réfraction que vous voyez ici. La de réfraction d'une onde. Quand on passe, c'est pour ça que quand on plonge un bâton dans l'eau, on a l'impression qu'il est tordu. Dans la quatrième vidéo, on va s'intéresser un petit peu au miroir parabolique. Et peut-être même aux lentilles. Aux lentilles de taille quelconque. Je me rends compte que j'avais oublié ça dans mon plan, mais en gros, on va se demander, à partir de ces lois, quelle est la forme que doit avoir une lentille pour que si j'envoie un faisceau de rayons lumineux comme ça, quelle forme doit avoir cette lentille, une forme exacte. Donc là, ça va traverser comme ça, hein. Quand ça traverse de manière perpendiculaire, c'est pas dévié. Et on aimerait que tous les rayons émergent au même point. Donc on aimerait focaliser la lumière dans un point, hein. C'est ce que fait une lentille, si elle fait bien ce qu'on lui demande de faire. On va voir quand est-ce qu'elle arrive à focaliser tous les rayons comme ça. Ensuite, on va enfin aborder le programme d'optique. Alors, à mon époque, on faisait ça au lycée. Maintenant, je ne sais pas si on le fait encore en physique. En tout cas, on le fait en prépa, hein. C'est ce qu'on appelle l'optique géométrique en conditions de Gauss. Donc, c'est avec toutes les fameuses lois de conjugaison, dites de conjugaison, hein, qui permettent
de regarder comment évolue la taille d'un objet une fois qu'il passe à travers une lentille, hein. Donc il y a plusieurs parties. Ce serait un peu long de tout faire en une vidéo, donc je sais pas encore comment je vais découper ça en plusieurs vidéos, mais voilà. Et alors après, on va se faire plaisir avec des sujets à la fois extrêmement difficiles, enfin extrêmement, tout est relatif, mais assez difficiles du point de vue en tout cas d'un lycéen, mais passionnant. On va expliquer comment fonctionnent les mirages, on va rentrer dans le détail des calculs, et aussi les arcs-en-ciel. Et là aussi, je vais tout faire, hein, on va rentrer dans, euh, dans les détails des calculs. Voilà. Alors, eh bien, sans plus tarder, on va commencer donc avec la première partie, donc qui va occuper essentiellement cette première vidéo. On va parler des ondes électromagnétiques. Bon, alors, dans un premier temps, c'est quoi une onde? Une onde, c'est un truc qui se propage dans un milieu. C'est une perturbation qui se propage dans un milieu. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, mais si vous prenez une corde assez longue, si vous mettez une bonne secousse, vous allez avoir la secousse qui va se propager. Alors parmi ces ondes, il y en a un type particulier qui est ce qu'on appelle l'onde plane progressive monochromatique. Donc l'onde plane progressive monochromatique. Je n'ai pas oublié un truc. Non, non, c'est ça, OPPM. Donc souvent, hein, quand on parle d'onde, on a une image qui nous vient en tête, c'est cette espèce de vague là. On appelle ça aussi une sinusoïde. Alors, il y a plusieurs représentations des ondes qu'on peut faire. Donc, soit on peut avoir une représentation spatiale. Donc, si je prends une photographie dans l'espace, voilà, je prends une photographie dans l'espace et à un moment donné, tac, je vois ça. Donc, si là j'ai un axe dx et un axe dy, il y a plusieurs dimensions qui peuvent être remarquables, hein. Il y a l'amplitude et la longueur d'onde, c'est-à-dire, vous voyez que ce schéma il va se reproduire et si je prends par exemple la longueur qui sépare euh, la répétition d'un motif, par exemple les deux crêtes en bas, on appelle ça la longueur d'onde, souvent on la note lambda en physique. Alors, ce qui va se passer, c'est que ces vagues, elles vont se déplacer. Elles vont se déplacer dans un sens comme ça, et si je prends une photo euh, une fraction d'instant plus tard, quelques instants plus tard, alors je vais changer de couleur, l'onde, on va l'observer un peu plus loin. Comme ça, par exemple. Hop, elle va se déplacer un peu. Alors ça, c'est si elle se déplace vers la droite, hein, mais elle pourrait très bien se déplacer vers la gauche. Voilà, elle va se déplacer à une certaine vitesse, cette onde, d'accord? Et par exemple, si je mets un détecteur, si je mets un détecteur ici, qui va enregistrer, alors bon, je précise pas le dispositif expérimental, hein, mais si je mets un détecteur qui enregistre la hauteur de la vague en fonction du temps, et que je visualise ce qu'il affiche, donc cette fois-ci en fonction du temps, oups, pardon. Donc ici, je vais plus mettre x, une dimension d'espace, mais là, je vais mettre une dimension de temps. Donc là, vous voyez, si l'onde elle se déplace comme ça, le détecteur il va avoir un truc comme ça en permanence. Et si on fait défiler, par exemple, imaginez qu'on mette un crayon avec un flotteur et qu'on fasse défiler du papier, ce qu'on va observer, c'est un motif qui est très similaire, hein. On va observer la même forme, sauf que là, on ne pourra plus parler de longueur d'onde, on ne pourra plus parler de longueur d'onde, mais on pourra parler de période. Grand T, c'est la durée qui va séparer euh, la répétition d'un même motif. Et comment dire, cette onde, si elle a une célérité c, on préfère parler de célérité pour les ondes que de vitesse, parce qu'il n'y a pas vraiment de matière qui se déplace, mais c'est plus une information, c'est plus une propagation d'informations et de perturbations de signal qui se propage. Donc, on
préfère parler de célérité plutôt que de vitesse. Mais bon, ça c'est du nominalisme, hein, ça n'a pas une importance cruciale. Bon, et la question, elle est, est-ce qu'il y a un lien entre C, lambda et grand T? Bah oui, parce que, qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Ça veut dire que tous les grands T, l'onde, elle s'est déplacée de lambda. Donc, et c'est quoi une vitesse? Une vitesse, c'est la distance que parcourt cette onde pendant un certain temps. Et voilà, on a... alors je vous rassure, hein, c'est sans doute l'équation la plus difficile qu'on aura à traiter ce soir, ou la journée, selon l'heure à laquelle vous regarderez la vidéo. C'est cette égalité. Donc la vitesse, la célérité de l'onde, c'est la distance qui sépare deux crêtes divisée par la durée euh, que mettent deux crêtes à se succéder l'une par rapport à l'autre. Alors, il y a peut-être d'autres éléments qui peuvent nous intéresser, c'est que la fréquence, on a coutume de dire que la fréquence, c'est l'inverse de la période. La fréquence, hein, c'est, comment dire, c'est, par exemple, si j'ai une fréquence de 3 Hz, alors le Hertz, c'est une unité de mesure de fréquence, ça veut dire que j'ai 3 ondes qui m'arrivent dans la tête par seconde. Voilà ce que ça veut dire. Donc, on pourrait aussi écrire que C est égal à F lambda. Hein. Si je remplace, parce que si F est égal à 1 sur T, eh bien T est aussi égal à 1 sur F, hein, l'un sont inverse de l'autre. Donc, on obtient aussi ceci. Rien de très compliqué pour l'instant. Donc ça, c'est des rappels très basiques hein, sur les ondes. Hein. Et alors des ondes, on peut en observer de plusieurs types. Si vous avez une antenne qui émet, vue de loin, ou alors on peut, si vous jetez un caillou dans l'eau par exemple, vous allez avoir des trucs comme ça. Vous allez avoir des trucs comme ça, et alors bon, c'est pas très bien dessiné, mais peu importe, ce qui compte c'est le sens. Alors, je vais continuer un peu comme ça, hein, voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle une onde sphérique. Parce que, alors bon, il faut imaginer qu'on est dans l'espace, hein, pas forcément. Dans un plan, on appellerait aussi ça une onde sphérique. C'est une onde qui se propage en grossissant comme ça. Voilà. Un autre type d'onde, c'est par exemple des vagues sur une plage, hein, ou alors si vous êtes très très loin d'une source d'onde, par exemple si vous zoomez ici, on a ce qu'on appelle une onde plane. Donc vous observez des vagues un peu comme ça, hein, voilà, avec l'onde qui se propage dans ce sens. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une onde plane. Et même progressive, du fait qu'elle avance comme ça. Et si elle est pure, cette onde, c'est-à-dire si elle a vraiment un signal pur comme ça avec une vague, on va lui ajouter un adjectif qualificatif, alors c'est pas forcément indispensable, on va dire qu'elle est monochromatique. Mais toutes les ondes ne sont pas monochromatiques. Une onde en général, je sais pas moi, vous prenez n'importe quel son, hein, vous pouvez, si vous regardez un oscilloscope dans lequel vous branchez un micro, vous allez voir des trucs pas très beaux comme ça. Mais en fait, la théorie de Fourier vous dit que ça, vous pouvez le décomposer en une fréquence fondamentale plus des harmoniques, c'est-à-dire des ondes qui vont plus vite, de plus en plus vite. Et c'est une somme infinie théoriquement, avec des ondes de plus en plus rapides. C'est la puissance et la beauté de la théorie de Fourier. Et, 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 et donc, plus vous ajoutez des harmoniques rapides, mais de plus faible amplitude, et vous allez pouvoir reconstituer en fait n'importe quel signal comme ça. Donc, on n'a pas forcément envie que l'onde soit monochromatique, mais ça pourrait être le cas. Voilà. Alors, vous avez vu déjà, première remarque, si on a un objet qui a une source lumineuse, si on est suffisamment loin de la source, alors on peut faire l'approximation que l'onde elle est plane progressive. Alors suffisamment loin, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il faut faire très attention, hein, quand on dit très loin, très rapide, machin, ça veut strictement rien dire si on ne précise pas par rapport à quoi. Donc, là, par exemple, on peut parler de la distance par rapport à la source. Donc cette distance, je vais l'appeler
grand R. Voilà. Et quelle est l'autre grandeur qui intervient, quelle est l'autre grandeur de distance? Eh bien, tout simplement lambda. Vous voyez, c'est l'écart entre deux fronts d'onde, on va dire, donc, ou ici, voilà, lambda. Et donc, si quand on zoome jusqu'à pouvoir lire lambda, on est très petit devant R, eh ben c'est bon. Donc là, on vient d'établir visuellement, en quelque sorte, un résultat. C'est que si on prend une onde sphérique et que lambda est très petit devant R, donc très petit, ça veut dire au moins 10 fois plus petit, alors on a affaire à une onde plane progressive. Donc ça, c'est un résultat qui va être utile pour s'affranchir des ondes. Donc je vous rappelle que c'est le chemin vers lequel on essaye de se diriger petit à petit. D'accord? Donc ça, c'est un résultat qui va être assez utile pour la suite. Voilà. Ensuite, on aimerait pouvoir parler en quelque sorte de rayons lumineux. Hein? On aimerait pouvoir parler de rayons lumineux. Donc on aimerait passer de ce genre de truc, voilà, avec une onde qui se propage comme ça dans ce sens, à dire, en fait, tout simplement, il n'y a que des rayons lumineux. Parce que ce qui est vachement cool avec les rayons lumineux, c'est que c'est des segments de droite. Bon, c'est super cool, la géométrie des segments de droite, c'est la géométrie du collège, c'est trop facile. Donc si on peut faire de la géométrie du collège au lieu de se taper de la physique ondulatoire extrêmement compliquée là, avec plein de maths. Alors j'adore les maths, hein. Attention, hein. C'est pas pour critiquer les maths, hein. Mais au contraire, c'est plus on peut simplifier les maths, et bien plus ça nous libère de la puissance d'esprit pour aller le plus loin possible. Donc plus on arrive à simplifier, mieux c'est. Donc si on peut s'affranchir de physique ondulatoire pour faire uniquement de la géométrie du collège, on est super content. Alors à quelles conditions on peut faire ça? Il faudrait qu'on puisse parler de rayons lumineux, c'est-à-dire, alors dans la réalité, une droite c'est infiniment fin, ici ça va pas être le cas. Ce qu'on veut, c'est avoir quelque chose de très fin. On va appeler ça une espèce de pinceau optique. Donc l'idée, c'est que on voudrait que si on zoome là-dedans, dans ce rayon, on voit en fait un truc comme ça. Une onde plane progressive. Mais il faut en fait que le lambda qui est là, il soit très petit devant l'épaisseur du pinceau optique. Donc il faut que l'épaisseur soit très grande devant lambda. Mais pour parler de droite, il faut que si je prends la distance typique de mon dispositif expérimental, je sais pas, moi, vous prenez une lentille, machin, vous avez un petit objet qui est là, bidule, et puis vous avez un œil. Voilà. Bon. Il faut que les distances typiques de votre dispositif expérimental, hein, donc je sais pas quoi, moi cet objet il peut mesurer petit l, la lentille elle peut mesurer grand L, et l'œil on va dire qu'il a un rayon, c'est une boule avec un rayon grand L. Bon, eh bien il faut que petit e soit très petit devant quoi? Devant L, devant grand L, devant grand R, mais devant cette distance, devant D, devant tout ça. Et il faut en plus que E soit très grand devant lambda. Donc pour pouvoir faire de l'optique géométrique, il faut qu'on puisse construire cette distance intermédiaire, on appelle ça la distance mésoscopique en physique. Donc quelque part, qu'est-ce qu'il faut pour avoir tout ça? Il faut que lambda soit ultra très petit devant L, grand L, et tout ça. Donc ça, c'est la condition pour pouvoir faire de l'optique géométrique. Vous voyez, on n'a eu besoin de faire aucun calcul, hein. Vraiment là on est dans la physique de l'ordre de grandeur en quelque sorte, hein. Avant de faire des calculs précis, on regarde est-ce qu'on a le droit de les faire, est-ce qu'on est dans les hypothèses expérimentales qui permettent de faire les calculs qu'on veut faire. Alors, on peut voir un petit contre-exemple de ça, c'est-à-dire que si le pinceau optique il est trop petit, on va avoir des problèmes. Donc avant de voir si c'est le cas avec la lumière et les loupes et tout ça,
Et bon, vous imaginez bien que ce sera le cas dans la majorité des cas, sinon on aurait des problèmes. Qu'est-ce qui se passe si... donc vous voyez, en gros, ce qu'on veut pouvoir faire, si je mets un mur ici et que je mets une onde plane progressive comme ça, je veux qu'à la sortie, j'ai un pinceau optique qui continue comme ça sans problème. D'accord? Et donc ça, ce serait l'épaisseur petit e, qui serait très grande devant lambda, mais très petite devant grand L, etc. Et là, donc, je veux pouvoir construire en quelque sorte, théoriquement, des pinceaux optiques comme ceci. Alors, qu'est-ce qui se passe si E, l'épaisseur du pinceau optique, il a environ le même ordre de grandeur que lambda? Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on a ce qu'on appelle la diffraction de l'onde. Et ça, c'est très embêtant, c'est une limite extrêmement pénible euh, à la précision des dispositifs expérimentaux. Hein. Mais vous voyez, si par exemple je fais E égale lambda à peu près, et que je balance une onde comme ça, et ben en fait là on va construire une onde sphérique, et ça va complètement casser le pinceau optique. Alors si vous ne me croyez pas sur parole, et vous aurez raison de ne pas me croire sur parole, c'est un phénomène qui n'existe pas que en optique, mais aussi en mécanique. Et pour s'en convaincre, c'est extrêmement simple. Je vais vous montrer quelques images. Donc vous tapez diffraction vague sur Google Images et vous avez des trucs comme ça. Donc je vais grossir un petit peu l'image pour que vous voyez. Mais voilà, vous voyez que là, ici, alors je vais prendre une petite couleur un peu. Hein. En gros, l'onde plane progressive, bon, ça se voit pas trop, mais en gros, les vagues, elles arrivent comme ça, avec cette longueur d'onde à peu près. Et là, il y a des obstacles. Et là, vous voyez que les ondes, elles deviennent comme ça. Vous voyez, on retrouve des ondes sphériques. Alors, il y en a d'autres, hein, des exemples. Euh, J'essaye d'en attraper. Alors, il y en a qui sont encore plus spectaculaires. Hein. Par exemple, celui-là. Bon, désolé, l'image est petite, donc quand je vais grossir, ça va un peu casser la définition, mais c'est pas très grave. Voilà, là, c'est manifeste. En plus, ça a même formé, ça a même donné la forme de la plage, ces vagues diffractées, vous voyez? Donc cette diffraction, c'est très embêtant, et on aimerait pouvoir s'en affranchir. Alors, est-ce que tout ça fonctionne avec la lumière? C'est quand même la question de fond. Alors, avant de répondre à cette question, il faudrait se demander, qu'est-ce que la lumière? Alors, la lumière, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est une onde électromagnétique avec lambda qui est compris entre... donc en gros, on dit, c'est une convention, hein, on a pris des nombres ronds, en vrai c'est pas tout à fait ça, ça dépend des yeux de chacun, mais en gros c'est la lumière visible. Il faut savoir que les plus petites longueurs d'onde de la lumière c'est 400 nanomètres, et les plus grandes longueurs d'onde de la lumière c'est 800 nanomètres. Alors vous avez le spectre, hein, en gros, si je trace un axe avec lambda comme ça, vous avez 400, 800, donc bon, vous avez ça dans absolument tous les cours de physique, hein. Enfin en tout cas j'espère. Hein. Là vous avez les infrarouges pour les grandes longueurs d'onde, vous avez les ultraviolets pour les petites longueurs d'onde, et ici vous avez la lumière. Donc en gros ici on a le violet, ici on a le bleu, après le vert, le jaune et le rouge. Donc voilà, en fonction des longueurs d'onde, hein, ce que voient nos yeux. Et évidemment, on peut composer ces couleurs avec le rouge, vert, bleu, hein, qui sont les couleurs des détecteurs des cônes qui sont dans notre rétine. Et donc voilà, alors qu'est-ce que c'est un nanomètre? Il faut savoir que c'est une unité de mesure adaptée à la chimie, hein, puisque un nanomètre, c'est à peu près la taille d'un atome, et il faut savoir que 1 nanomètre, c'est 10 puissance moins 9 mètres.
C'est-à-dire qu'il va falloir mettre 9 zéros comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zéros et 1. Donc c'est un milliardième de mètre. Donc le lambda, le pire lambda, si je prends lambda qui vaut 800 nanomètres, ça veut dire qu'il vaut environ, je vais me caler pareil, donc 800 ça va être là. Donc ça veut dire que si je prends un petit dispositif de, mettons, 1 cm, si je prends 1 cm égale grand L, alors on va comparer. Grand L c'est égal à 0,01 mètres. Et vous voyez bien qu'il y a tout ça d'ordre de grandeur de différence. Et ça c'est bien très supérieur, très très supérieur. Donc là, le mésoscopique il va être par là en gros. C'est très supérieur à lambda qui est égal à 0,0000008 mètres. Donc vous voyez, hein, le lambda, 800 nanomètres, on est de l'ordre du 10, on est de l'ordre du millionième de mètre, en quelque sorte. On est vers 1 micromètre. Donc vous voyez, n'empêche, ça fait réfléchir, hein, parce que bon, 1 millimètre, ça va encore. Hein. Vous voyez, si on est 1 millimètre, c'est par là, hein, c'est 1 millième de mètre. 1 millimètre, on est 1000 fois plus grand à peu près. Donc ça va encore, mais ça commence à être limite. Si on commence à aller dans la dixième de micron ou la centième de micron, de micromètre, un micromètre, hein, c'est un millionième, là ça commencerait à être chaud. Ça commencerait à être chaud, on pourrait avoir des problèmes. Mais là, en tout cas, tant qu'on est dans le centimètre, ça va. On est largement tranquille. Ok? Bon, bon écoutez, je pense que j'ai fait le tour des conditions expérimentales nécessaires pour comprendre l'optique géométrique. Je vais refaire un petit tour du propriétaire pour voir, résumer un petit peu ce qu'on a dit. Hein. Donc, on a fait le tour de qu'est-ce que c'était qu'une onde. Donc, une onde, elle a une longueur d'onde, une célérité et une période. Et l'égalité qui relie tout ça, c'est ça. Donc, en gros, ça veut dire que si vous avez deux des trois grandeurs, vous connaissez l'onde. Si vous connaissez la longueur d'onde et la période, vous connaissez la célérité. Si vous connaissez la célérité et la longueur d'onde, vous connaissez la période, et etc. Je ne sais plus lequel j'ai pas dit, mais peu importe. Ensuite, on a vu comment... on a vu deux types d'ondes possibles. On a vu les ondes sphériques et les ondes planes progressives. On a vu que sous certaines conditions, quand la longueur d'onde est très petite devant la distance par rapport au centre de la sphère de l'onde sphérique, eh bien on peut faire une approximation qui est de dire si je zoome sur la zone considérée, eh bien j'observe une onde plane progressive. Alors, pourquoi ça va être utile ça? Parce que regardez, si j'ai un objet qui émet de la lumière, si j'ai une petite lampe ici et que je mets une lentille ici, si ma lampe est suffisamment loin de la lentille, c'est bon. C'est une onde plane. Ou mieux, si je considère le Soleil par rapport à la Terre et que je mets un dispositif, une antenne ici, alors oui, ici ça va être sphérique, mais là, c'est bon. Là, ça va être plan. Donc par exemple, pour tout ce qui est la lumière des étoiles ou du Soleil ou des planètes et tout, dire que c'est une onde plane, c'est une bonne approximation pour les détecteurs sur Terre. C'est à ça que ça sert, cette idée. Après, on a dit qu'on pouvait éventuellement considérer des ondes planes monochromatiques et que ça ne limitait pas l'étude parce qu'en fait, en superposant des ondes monochromatiques, on pouvait reconstituer n'importe quelle onde. Donc là, je vous affirme tout ça sans absolument aucune preuve, parce que pour prouver ça physiquement et mathématiquement, il faudrait faire de l'électromagnétisme, il faudrait aller dans le dur, hein, dans les équations de Maxwell. Je pense que je le ferai un jour. Je ne sais pas encore quand, j'ai pas encore prévu de contenu là-dessus, mais je pense que je le ferai un jour. Voilà, donc on a résumé ce résultat comme ça. Et enfin, on a établi les conditions expérimentales pour parler vraiment
d'optique géométrique, donc on voulait un pinceau optique. Un pinceau optique, pour avoir un pinceau optique, il faut un faisceau lumineux avec une épaisseur très grande devant lambda, mais très petite par rapport à la taille des objets considérés. Donc il nous faut une échelle mésoscopique, comme on dit. C'est une échelle intermédiaire entre le microscopique et le macroscopique. Donc je vais peut-être pouvoir l'écrire ici, ça. Donc le microscopique, c'est le lambda. Le lambda. Le mésoscopique, c'est l'échelle intermédiaire qui nous permet de faire de l'optique géométrique. Et le macroscopique, c'est ce qui est accessible, alors vulgairement parlant, à nos sens. Pas toujours, hein. Parfois on peut avoir des choses à des échelles différentes, hein. Par exemple, si on considère la mécanique céleste avec des objets du système solaire, l'échelle macroscopique, ce sera beaucoup plus grand que ce qui est accessible à notre échelle. Mais pour ce qui est de l'optique géométrique, c'est assez sympa parce que c'est des objets un peu du quotidien, quoi. Que ce soit des caméras, des lentilles, des trucs, c'est des trucs qu'on a l'habitude de voir. Donc macroscopique, pour l'optique géométrique, c'est notre échelle. Voilà. Alors on avait vu les limites de ce modèle, hein. Si on a E qui est du même ordre de grandeur que lambda, ben on a le phénomène de diffraction, je vais l'écrire quand même, avec l'exemple le plus facilement observable que sont les vagues, mais pas seulement, hein. Je pense que je ferai des vidéos d'optique ondulatoire un de ces jours pour voir. Et alors, la dernière question, c'est est-ce que tout ça fonctionne bien avec la lumière? Réponse oui. Si on prend les longueurs d'onde de la lumière visible, eh bien on peut bien avoir accès à cette échelle mésoscopique. Enfin oui, mais oui, pas toujours. Si on prend des objets d'une taille humaine, en quelque sorte, hein, de l'ordre du centimètre, et évidemment si on prend des objets qui sont de l'ordre du mètre, bah, c'est encore mieux, parce qu'on a encore plus d'écart d'ordre de grandeur. Donc vous voyez, si je prends la plus grande longueur d'onde, donc le pire cas possible, si je prends 800 nanomètres, mais remarquez 400 nanomètres ce serait pas bien différent non plus, eh bien oui, avec 1 centimètre, j'ai bien que 1 centimètre, c'est très supérieur à un lambda de 800 nanomètres. Voilà. Alors, qu'est-ce qui nous attend pour... c'est quoi la suite de nos aventures? La suite de nos aventures, ce sera le principe de moindre action. Donc, une fois qu'on a ces rayons lumineux, la question qui se pose, c'est quelles sont les trajectoires des rayons lumineux? Et parce que une fois qu'on connaîtra la trajectoire des rayons lumineux, ben, on pourra dire des choses on pourra établir des lois de l'optique et voir comment fonctionne la lumière dans ces conditions d'optique géométrique. Eh bien, la réponse qu'on verra en détail la prochaine fois, c'est ce qu'on appelle le principe de Fermat. Alors, ou, autrement dit, de moindre action, ou temps. Et en fait, il y a Fermat, mais évidemment, il y en a plein d'autres, hein. Le plus célèbre, évidemment, c'est Lagrange, hein. Et il y en a plein d'autres. J'évoquerai les noms en détail dans la future vidéo. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires ou à me dire s'il y a des sujets que vous voulez que j'aborde. Je le ferai avec grand plaisir si j'ai le temps de m'y pencher un petit peu. Donc ça, c'est la première vidéo d'une playlist qui risque de prendre beaucoup de temps. Je vois que je suis à peu près à la demi-heure, c'est pas trop mal. Bon, une grosse demi-heure. Voilà, comme ça j'espère que ce sera un petit peu plus digeste. Et bien voilà, on va s'arrêter là, hein. Et bien, bonne soirée, bonne journée, et à la prochaine pour de nouvelles vidéos de physique ou de maths. Au revoir.